qu'on les prenne. Alors on est sur la dernière intervention, donc sur la thématique des préoccupations industrielles 4.0. Donc nous sommes avec Émeric Dumas, qui est donc Global Marketing Security IoT ICS. Ça c'est du titre. Donc Orange Cyberdéfense, et également donc Paul-Emmanuel Brun, qui est responsable d'équipe IAM et IoT chez Airbus. Je vous laisse faire donc, cette présentation à deux voix. Vous avez 30 minutes. Merci à ceux qui restent. Merci. Merci aux survivants. Pour nous écouter. Alors nous, on a préparé une présentation commune, parce qu'on s'est dit qu'on n'allait pas répéter deux fois la même chose, avec un discours Orange et un discours Airbus. Donc on va vous présenter un petit peu la situation sur les problématiques de cybersécurité industrie 4.0, les enjeux des entreprises, et puis deux retours d'expérience, un trait métier avec Airbus et un trait sécurité industrielle avec Orange Cyberdéfense. C'est ce que vous savez. Voilà. À toi de faire l'histoire. Alors, donc si on revient un petit peu sur l'histoire de l'industrie, de manière générale, on va parler là de 4 grandes révolutions industrielles. Donc la toute première va commencer à dater un petit peu, puisque ça remonte à 1784. Là, on va parler essentiellement de mécanisation de l'industrie. Ensuite, va venir en 1870 tout ce qui va être chaîne de production. Les toutes premières chaînes de production de série. Ensuite, l'industrie 3.0, donc là qui est un tout petit peu plus récente, puisqu'on va commencer à voir les premières automatisations et la première informatisation arriver en 69. Et enfin, cette fameuse révolution industrielle de l'industrie 4.0, qui là va vraiment totalement mixer le monde cyber avec le monde physique, avec toutes ces problématiques cyberphysiques qu'on va aborder par la suite. Voilà, alors on va vous relayer. On a une question. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est 33 000? Un chiffre qui représente quelque chose, alors je vais vous dire, c'est en France. Vous pouvez y aller, on est entre nous là. Nombre de SIV? Non. Je sais pas combien il y en a, mais non, c'est pas ça. C'est pas sûr. C'est pas ça qui est inventé. Personne qui travaille dans la cyber, non, ça pourrait. Alors en fait, ça concerne le nombre de sites industriels en France. La France, c'est pas l'usine du monde, on le sait. Et juste en France, il y a 33 000 sites industriels qui, vous allez le voir dans le slide d'après, sont dans un état d'insécurité assez impressionnant. Et du coup, un des enjeux pour toutes les entreprises, que ce soit les clients, donc les entreprises industrielles ou nous, acteurs de la cybersécurité industrielle, ou vous, étudiants, ça va être de venir sécuriser ces 33 000 usines françaises. En Allemagne, il y a à peu près 6 fois plus. Donc juste France et Allemagne, c'est plus de 200 000 sites industriels qui sont très peu sécurisés. Alors où ils en sont, ces sites industriels? En fait, ils en sont dans un état, alors nos équipes et puis les équipes d'Airbus, évidemment, font des audits dans ces sites industriels. Et dans tous les audits, on trouve les mêmes vulnérabilités. Alors ici, je vais en reprendre deux. Dans 90% des sites que l'on audite, il n'y a pas de segmentation des réseaux. C'est-à-dire que le réseau IT, qui n'était pas censé être là d'ailleurs, il est connecté directement à l'usine d'une façon ou d'une autre. Par exemple, on va trouver des PC administratifs, d'administration classiques, qui utilisent le mail, qui utilisent l'Internet, connectés sur le même VLAN que des robots qui commandent, qui vont fabriquer des voitures. On le trouve aujourd'hui, hein, c'est pas des années 2000, c'est aujourd'hui quand on fait des audits. On va retrouver, quand on parle de pas de segmentation de réseau, on va aussi retrouver des portes ouvertes complètes vers l'Internet. Parce que dans des usines, on va trouver des Raspberry Pi. Vous savez peut-être tous ce qu'est un Raspberry Pi, c'est une sorte de petit PC à 30 $ acheté sur Amazon. On va retrouver des Raspberry Pi connectés à un switch industriel qui a été avec une connexion 3G ou 4G qui est mise là par un mainteneur qui vient faire de la maintenance informatique dans l'usine, qui est un mainteneur plutôt de chaîne de production, donc qui n'est pas du tout informatique, pas du tout IT. Et donc il a installé ce truc-là pour se connecter à distance le dimanche plutôt que de se déplacer et faire la mise à jour de l'interface de supervision et de monitoring. Donc en fait, et ça c'est dans 9 cas sur 10, c'est des audits qui ont lieu depuis 2012, et c'est pas parce qu'on continue à faire ces audits-là que la situation change. Plus on fait d'audits, enfin, les chiffres restent les mêmes. Alors c'est vrai que plus tous les gens qu'on audite maintenant prennent conscience du sujet maintenant, donc c'est normal que le chiffre reste là. Le deuxième chiffre que je vais donner, alors on en a plein des comme ça, hein,
c'est que dans 9 cas sur 10, les postes ne sont pas du tout protégés. Le temps de vie d'une usine est extrêmement long, même les ETI ou même les grands groupes, quand ils installent une usine, c'est pas pour 2 ans, c'est pas pour 3 ans, c'est pas la durée de vie d'un PC. Il n'y a personne pour s'en occuper de toute façon. On installe un PC, c'est pour superviser une chaîne de production qui fait tourner des cartons ou qui fait rentrer des bouteilles d'eau ou de lait. On n'est pas là pour mettre à jour tous les jours le patch Microsoft, etc. Et donc, toutes les attaques qu'il y a eu, dont on parlera tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'attaques qui n'étaient pas du tout ciblées vers l'industrie, mais qui ont touché ces usines parce que les postes étaient extrêmement vulnérables, parce qu'il n'y avait pas la mise à jour du Windows XP des années 2000. Donc voilà, et ça c'est dans 9 usines sur 10, et quelle que soit la taille des entreprises, hein, on parle autant d'entre d'ETI, d'entreprises de taille intermédiaire, que de très grands groupes qui sont aujourd'hui dans cette taille. Bon, et puis juste pour mettre en perspective, les attaques dans le milieu industriel ciblées ont augmenté en 2018 de 13%, et donc je vais laisser Paul-Emmanuel parler de toute cette augmentation d'attaques avec toutes les attaques qu'il y a eu récemment. Vous avez parlé de l'Ukraine tout à l'heure, ça fait partie des exemples. Donc rapidement, moi aussi je voudrais vous donner un petit chiffre à deviner. 700 000. À votre avis, à quoi ça correspond? Exactement, au nombre d'attaques déclarées. Donc je ne parle ici que des attaques déclarées en 2017, sur l'année 2017. Donc là, ce qu'on voulait vous donner, c'était un petit panorama de quelques attaques majeures. Alors je ne vais pas toutes les décrire, je vais me focaliser sur 4 attaques qui me semblent particulièrement pertinentes, alors soit par leur mode de réalisation, soit par leur impact. La toute première, évidemment, ce sera le fameux Stuxnet. Stuxnet, pourquoi je tiens à le mentionner ici? C'est parce que c'était une des toutes premières attaques réellement institutionnelles, totalement organisée et structurée pour s'attaquer à une cible bien précise. Donc Stuxnet, c'est évidemment l'attaque des centrifugeuses iraniennes qui a été découverte en 2010 et qui, si je ne m'abuse, a été réalisée à partir de 2007-2008. La seconde attaque que je voulais évoquer ici, c'était Black Energy. Alors vous avez certainement entendu évidemment parler de cette coupure d'électricité en Ukraine pendant les périodes des fêtes de Noël. Donc à quoi c'est dû? C'est tout simplement dû à un malware qui s'appelle justement Black Energy, qui a infecté le système d'une centrale. Ce qui a forcé les personnes de la centrale à stopper son fonctionnement, et ce qui du coup a créé cette méga coupure en Ukraine. La troisième attaque que je voulais mentionner, c'était la paralysie du système informatique d'une centrale hydroélectrique aux États-Unis. Alors ça, c'est typiquement dû à une attaque par ransomware. Donc là, ça a chiffré l'ensemble du système d'information, l'ensemble des données du système d'information de cette centrale hydroélectrique, et ce qui a totalement bloqué la centrale pendant une semaine. Heureusement, il n'y a pas eu d'impact critique. Par contre, c'était une attaque d'un ransomware sur, effectivement, un système industriel. Ce qu'on va retrouver aussi en grand exemple de ransomware, c'est évidemment WannaCry, qui a bloqué par exemple des usines automobiles en France pendant une période relativement longue. Et enfin, un dernier exemple que je souhaitais mentionner sur ce panel de cyberattaques, c'est une attaque un peu moins sensible, mais qui est assez révélateur des nouveaux modes d'action aussi qu'on va retrouver. C'est l'attaque des bases de données d'un casino, donc aux États-Unis, via un petit capteur de température dans un aquarium. Un capteur, pardon. Dans un aquarium. Donc il se trouve que ce capteur de température était connecté au système d'information du casino et à son cloud pour remonter les données. Et donc ceux qui voulaient voir les données de température accédaient via ce cloud aux données de température. Les attaquants sont tout simplement passés par le cloud, sont ensuite redescendus sur le capteur de température pour ensuite aller explorer le système d'information du casino et tenter d'exfiltrer de la donnée par ce canal. Alors on aurait pu mettre à jour ce slide, parce que c'est vrai qu'on utilise toujours le même, on se l'est dit quand on se l'est partagé, avec des attaques de Stuxnet jusqu'à... Mais bon, avec les événements qu'il y a eu dans les quelques mois précédents, enfin les derniers mois, Norsk Hydro, Fleury Michon qui a été arrêté, pas sur une attaque sur le système Indus, mais bon,
qui a été paralysé quand même. Il y a beaucoup d'exemples très récents qui feraient qu'on pourrait prendre un slide et remplir un slide juste avec les attaques de cette année, je pense. Donc voilà, c'est quelque chose qui est en forte augmentation. Maintenant, si je fais un parallèle avec ce qu'on vit nous dans le monde aéronautique, ce qu'on a constaté, c'est qu'en 2014, la cible principale des attaques était essentiellement le constructeur, les constructeurs. En 2016, les constructeurs ayant renforcé leur niveau de sécurité, les attaques se sont déportées sur les fournisseurs de premier niveau. Et ce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, c'est que l'ensemble des fournisseurs de nos constructeurs sont aujourd'hui cibles des attaques. Donc ce qui est très intéressant, c'est que par exemple pour construire un avion, on a besoin d'environ 2000 sous-traitants qui travaillent. Alors le constructeur n'a pas forcément de lien lui-même avec les 2000 sous-traitants, on va avoir des sous-traitants de premier niveau, deuxième niveau, voire troisième niveau. Donc comment est-ce qu'on peut assurer la sécurité de l'ensemble de cette chaîne d'approvisionnement? Donc ça c'est un challenge au niveau de l'industrie aéronautique on tente de relever, avec notamment une initiative qui s'appelle Air Cyber, qui est une initiative qui se fait sur 4 ans et qui a pour objectif de relever le niveau de cybersécurité globale de l'ensemble de la filière et des acteurs de la filière aéronautique. L'idée principalement, donc c'est fait avec un très fort support de l'ANSSI, et l'idée est essentiellement d'identifier justement des solutions de sécurité qui permettraient de rehausser le niveau de sécurité d'une toute petite PME, par exemple de 5 personnes qui a une capacité extrêmement spécifique dans cette chaîne de valeur de l'aéronautique. Oui, alors pourquoi on a parlé de Securandus dans un séminaire sur l'IoT? C'est aussi parce que l'intégration de tout cet IoT dans l'usine aujourd'hui pour faire cette industrie 4.0 est un peu un des déclencheurs avec l'aspect législatif aussi. Vous avez parlé des SIV tout à l'heure. Il y a des SIV qui sont industriels, des SI industriels, ou qui sont concernés par la législation. Et finalement, dans les SIV, il y a aussi beaucoup de SI classiques. Donc la législation joue son rôle. Par contre, un des déclencheurs, c'est quand même que tout l'IoT qu'on va commencer à mettre dans l'usine pour faire de la maintenance prédictive, pour faire de l'opérateur augmenté, pour faire tout plein de choses, des applications cloud connectées directement à l'usine, ça va faire en sorte que le DSI, le responsable du SI de l'entreprise, va commencer à mettre son nez dans l'usine. Donc on va se rendre compte que cette usine n'est pas sécurisée, et donc c'est déclencheur de tout ce chemin aujourd'hui que font les entreprises sur la sécurisation de l'usine. Et donc un des premiers besoins, c'est bien de traiter ce socle, parce qu'encore une fois, l'industrie 4.0, c'est pas une usine qu'on reconstruit de zéro, avec des équipements tout neufs, etc. C'est bien une usine existante, avec des équipements très vulnérables, qui n'ont pas été construits pour être connectés à Internet. Et donc il y a ce traitement de ce socle en termes de sécurité qui va nécessiter de l'expertise métier, donc de l'expertise d'automaticien potentiellement, mais aussi de l'expertise de cyber. Et donc c'est ce mélange d'expertise qu'il va falloir lier et qui peut être un gros point fort sur le marché aujourd'hui. Donc le premier besoin, c'est de traiter le socle. Le deuxième besoin, c'est de faire de la sécurité by design dans ce qu'on implémente en plus. Donc typiquement, quand un gros constructeur industriel fait une nouvelle usine, ou rajoute de la connectivité dans une usine, on va faire au moins de la sécurité by design sur cette nouvelle connectivité. C'est-à-dire qu'on va au moins appliquer les bonnes règles, on va faire de la segmentation, on va rajouter de la sécurité, et ainsi de suite. Donc ça, c'est important. Et puis après, l'autre point, qui n'est pas tant un enjeu que ça, mais qui est un enjeu pour Airbus ou pour Orange, typiquement, ou pour d'autres opérateurs, va être de sécuriser l'Internet des objets dans sa globalité. Donc vous en avez parlé tout aujourd'hui, mais sécuriser les objets, sécuriser la connectivité, sécuriser les plateformes. Donc en fait, il y a ces trois besoins complémentaires pour la sécurisation de l'industrie qui fait que quand tous ces besoins viennent ensemble sur une entreprise, alors quand on parle de très grosses entreprises comme Airbus, il y a des moyens pour sécuriser, même si c'est un vrai challenge, mais quand on parle d'une entreprise de taille intermédiaire, d'une PME qui a 10 usines en France, 3 au Brésil et qui fait du poulet ou du lait, on n'a pas les mêmes enjeux en termes de financiers, donc il y a un vrai enjeu là-dessus. Et donc ça fait partie des défis d'entreprise. Alors vas-y, je te laisse, on a mis en bleu orange, je te laisse dire le produit. Donc le bleu pour Airbus, voilà, orange pour Orange. Vous pouvez encadrer cette presse, une presse Airbus, cyber et orange, cyber défense. Donc
dans les points sur lesquels on a voulu insister, il y a effectivement l'organisation et la responsabilité de cette organisation. Notamment, alors, il y a une petite statistique que j'aime bien là-dessus, c'est typiquement 35% des attaques viennent à l'origine de collaborateurs internes à l'entreprise. Donc c'est pourquoi il est essentiel que les personnels de l'entreprise soient formés. Et pour ça, la société doit être organisée, la structure doit être organisée de manière à ce que chaque collaborateur ait conscience des impacts qu'il peut avoir en termes de cybersécurité. Alors, il y a un enjeu technologique évidemment, parce que quand on parle de sécuriser un socle industriel qui n'est pas du tout prévu pour, il faut trouver des solutions. Les solutions, elles arrivent sur le marché aujourd'hui. Elles ne sont pas toutes hyper matures, donc les clients les plus matures, les entreprises industrielles qui sont les plus matures, qui commencent à creuser le sujet, elles n'ont pas des choses sur étagère qu'elles peuvent acheter comme de la sécurité quand on fait de la segmentation réseau classique. C'est pas aussi simple que ça. Donc, il y a un vrai enjeu technologique, il y a un vrai enjeu de coût. Encore une fois, une entreprise qui a construit une usine, elle a fait un business plan pour 30 ans, elle a construit son usine, et si tout d'un coup on lui dit qu'il faut lui remettre 500 000 € par an pour sécuriser son usine, c'est compliqué. Donc il y a un vrai enjeu autour de ça sur les coûts. Au niveau de la réglementation, donc là c'est un domaine sur lequel on est quand même plutôt bien positionné en France, que ce soit au travers de la LPM ou au travers de la transposition d'une directive européenne qui s'appelle la directive Nice. On a aujourd'hui des cadres réglementaires qui sont tout à fait clairs pour hausser le niveau de sécurité de nos industries. Au niveau européen, il y a ce qu'on appelle le Cyber Security Act, qui justement travaille aussi notamment sur la question de l'IoT et qui souhaite mettre en place des schémas de certification global au niveau européen pour hausser les niveaux de sécurité de différents domaines et y compris l'Internet des objets. Et puis donc il y a un dernier enjeu, alors on le traite, mais c'est pour ça qu'on est venu ici, hein, c'est un enjeu humain, c'est-à-dire que l'expertise de savoir faire et de la cyber et de parler au milieu industriel, donc d'avoir une petite couche d'OT, ce qu'on appelle l'environnement opérationnel, et une petite couche d'IT pour faire la sécurité de cet environnement, c'est une expertise assez rare. Donc aujourd'hui on va compter sur de la collaboration entre les équipes, mais le message qu'on peut passer à des étudiants, c'est un stage en environnement industriel avec un background cybersécurité. Je pense que vous serez bien accueilli chez une grande partie des clients de l'industrie. Et l'autre enjeu humain, c'était aussi justement cette formation. Parce que là, dans une usine, quand vous êtes travaillé dans un bureau, vous êtes cadre, vous avez un PC toute la journée, un mobile, vous êtes plus ou moins sensibilisé au fait qu'il ne faut pas mettre des virus sur votre PC, ouvrir des liens, et encore, ça peut marcher quand même. Dans une usine, un opérateur qui regarde le poste de travail et puis qui ramasse une clé USB par terre, il n'a jamais eu de sensibilisation à l'IT, au risque cyber. Donc un des enjeux humains, c'est bien ça aussi, c'est de sensibiliser les opérationnels qui travaillent sur le terrain sur les enjeux de cyber. Alors, ensuite, on a deux use cases, deux cas de clients. Donc, je te laisse faire comme vous. Donc, on va parler un petit peu aéronautique. Alors, j'ai choisi un use case dans lequel il y avait volontairement deux mots un peu buzzword, où on va réunir le monde de l'IoT et le monde du big data / machine learning. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le monde aéronautique, on a deux très gros challenges. Le tout premier, c'est la qualité. Je pense que le sujet de la safety a été abordé déjà tout à l'heure. Évidemment, dans le monde de l'aéronautique, c'est un sujet qui est primordial. C'est notre objectif numéro 1. Le deuxième sujet, c'est les capacités de production. Si je prends l'exemple d'Airbus, Airbus a à ce jour un carnet de commandes à 10 ans. Donc les limitations qu'on a aujourd'hui, c'est sur notre capacité de production. Comment est-ce qu'on peut livrer plus vite et mieux les compagnies aériennes. Donc typiquement, le monde de l'IoT et les technologies de machine learning sont pour nous une vraie révolution dans le sens où on met en place au sein d'Airbus des cas d'usage qui nous permettent justement de répondre à ces deux gros enjeux. Nos deux objectifs principaux, ça va être de réduire les défauts de production de 20% et de réduire les cycles de production qui sont aujourd'hui, si je ne m'abuse, à 20 jours, de les passer à 15 jours, oui, c'est ça.
Donc ça, ce sont deux très gros challenges. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Typiquement, on va mettre en place tout ce qui est outils connectés. Alors les outils connectés, ça va nous permettre typiquement d'aller mesurer les couples de serrage utilisés par les opérateurs lorsqu'ils vont visser des boulons sur les avions. Et toutes ces données remontées par ces outils, derrière, on va les capitaliser, on va les mettre dans une plateforme d'analyse de données et on va s'assurer que cela correspond à nos standards de qualité. Derrière, ça va nous permettre de détecter toute déviation potentielle et de prévenir potentiellement les défauts de production. Seulement, on se rend bien compte que ça, c'est dans un monde idéal, dans un monde où il n'y a potentiellement aucune attaque cyber sur notre système. Maintenant, si on commence à rajouter la dimension cyber, c'est là que ça devient intéressant. Parce que là, on va pouvoir imaginer des attaques de concurrents, voire d'États, qui souhaiteraient avoir augmenté nos défauts de conception pour avoir un impact sur notre image, avoir un impact sur notre marque et éventuellement la sécurité. Donc là, typiquement, on voit que c'est un point clé dans la cybersécurité pour nous, c'est de garantir que ces systèmes sont absolument inviolables pour conserver ce niveau de safety de nos avions. Ok, alors, c'est très métier, et moi du coup, pour le coup, je vais vous parler d'un retour d'expérience sur un client qui nous a demandé, donc nos clients chez la cyberdéfense, c'est plutôt des clients côté IT, hein, côté DSI ou RSSI, CISO, et là, le cas client, c'est un client qui voulait protéger son environnement existant, sachant qu'il ne le connaissait pas, parce qu'un client qui est DSI, il ne connaît absolument pas ce qu'il y a dans les usines en termes d'informatique industrielle. Donc il nous disait, moi je veux faire de la segmentation entre mon environnement industriel et mon IT. Voilà, donc un client de 100 sites dans le monde, c'est pas un petit compte, mais qui commençait à se poser la question de segmenter entre l'IT et l'environnement industriel. Donc vous voyez où on en est. Et ce client-là, quand on lui a demandé pourquoi faire, il avait deux raisons. Un, parce qu'il ne voulait pas que des problématiques sur son SI viennent impacter la prod qu'on lui tape dessus. Et deux, il voulait protéger l'IT toutes les choses qui pourraient se passer dans l'usine, dans l'informatique industrielle. Donc il avait deux objectifs, mais aucun de ces deux objectifs n'était de protéger l'usine en fait. Hein. Protéger son IT, et puis surtout que son IT ne vienne pas taper sur l'usine. Et donc segmenter un environnement entre l'IT et l'OT quand on ne sait pas ce qu'il y a dans l'usine, comme informatique. Segmenter, alors il y a des ingénieurs en cyber ici, c'est faire des règles de segmentation, dire que tel protocole ne passe pas, tel protocole va passer, celui-là je le laisse passer, ou pas. Mais quand on ne sait pas ce qui passe, ben on ne peut pas sécuriser. Donc en fait, on n'a pas pu faire de la segmentation comme on fait d'habitude. C'est-à-dire, on a une visibilité complète des flux réseau et on est capable de définir quelles sont les règles légitimes ou pas. Dans l'usine, on a été obligé de faire ça en plusieurs étapes. La première, c'est d'apporter de la visibilité sur l'informatique industrielle du client. Et ça, c'est aujourd'hui ce que tous les grands industriels et demain toutes les entreprises de France et du monde vont devoir faire, c'est avoir une visibilité sur l'informatique industrielle qu'il y a dans l'usine. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc là, on a des outils, on a des méthodes, on apporte la visibilité, on sait qui parle à qui, on sait quels flux vont passer vers l'informatique IT, et du coup, on sait construire les règles. Ça va nécessiter beaucoup de collaboration entre le métier, les gens du métier et l'IT, mais en tout cas, on saura définir les règles. Mais il faut la visibilité. Donc cette méthode est importante. La deuxième chose, c'est qu'on a dû faire cette segmentation, installer des firewalls partout, hein, je ne fais pas le schéma, mais ça on sait faire, c'est le métier des sociétés de managed services dans la cybersécurité. Installer des firewalls, les gérer, faire des règles, mettre des processus pour gérer ces règles. Une fois qu'on avait de la visibilité, c'est simple. Et alors la dernière étape qu'il a fallu faire, c'est qu'on a conseillé aux clients, c'était de sensibiliser. Sensibiliser les gens du terrain, les responsables de l'usine, qu'il fallait que les flux opérationnels entre l'usine et l'IT restent maîtrisés. Donc leur demander d'arrêter, de laisser leur mainteneur, par exemple, installer des Raspberry Pi dans l'usine, connectés directement sur le switch. Donc ça, c'est typiquement le genre de choses qu'il faut faire. Alors pour faire ça, on a des méthodes où on vient avec des fausses usines dans les environnements opérationnels et on leur montre qu'une fausse usine, à partir du moment où on a la connexion dessus, n'importe quel hacker, de façon assez simple, peut arrêter l'usine. Et donc quand on leur montre ça, quand on leur montre un environnement fictif industriel, quand on leur montre qu'on peut l'arrêter avec un téléphone mobile et une connexion 3G, ils se rendent compte qu'il y a peut-être un enjeu sur ce sujet-là et qu'on va peut-être arrêter de mettre des clés 3G dans les usines. Voilà. Donc voilà un autre cas qui est très IT, qui est très sécurité et qui s'applique très bien, qui est très appliqué au monde industriel. Voilà. Donc ensuite en synthèse,
Convergence humaine, c'est-à-dire il va falloir faire travailler les gens du métier et les gens de l'IT. La double compétence est extrêmement rare. Donc pour la petite histoire, on a fait un petit événement à Lyon il y a quelques temps avec des clients et les gens étaient en train de s'embaucher entre eux dans la salle là. Et le DSI faisait une propale à une autre en live pendant qu'on était en train de faire des présentations. Donc il y a vraiment une expertise rare, des gens qui ont un petit peu background automaticien avec une culture cyber. Puis il y a un petit besoin de convergence technologique entre l'IT et le monde industriel qui va s'opérer. Voilà. Et puis le dernier enjeu, c'est évidemment l'aspect RH sur lequel on a déjà dit un peu. On est venu dans une école, c'est pour je disais. Nous aussi on recrute, il n'y a pas que la marine. Je confirme. Voilà. On va passer à la phase de questions. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ouais. Bon, ça devrait aller avec la voix. Ouais, je crois que ça porte. C'est vrai? C'est à propos du use case d'Airbus. Il y a une chose qui m'a échappé. Je suis marin, donc désolé. Il portait sur quoi en fait? Vous vouliez gagner du temps dans la chaîne, dans la production, en qualifiant par avance en gros les couples de serrage, en garantissant le couple de serrage pour ne pas avoir à faire cette mesure a posteriori. Alors effectivement, en fait ce qui se passe, c'est ce que je n'ai pas mentionné, c'est qu'on a énormément de délais dans la production qui sont liés à de la perte liée à des défauts de production. Et donc l'idée c'est de miser sur les deux, améliorer la qualité de notre production, ce qui nous permet directement de réduire aussi nos délais de production. Mais les défauts que vous constatez sont dus au fait que derrière vous avez des contrôles. Donc en fait vous réduisez deux étapes. Exactement. Alors l'étape par contre de contrôle manuel a toujours lieu, ça on pourra et on ne doit pas la supprimer. D'accord. J'avais une question sur les méthodes techniques de machine learning. Je vais vous donner le micro, c'est parce que du coup on enregistre vraiment. Les techniques de machine learning que vous utilisez pour la détection d'anomalies. Donc c'est des choses que vous faites en offline pour les anomalies connues. Alors là-dessus je ne suis pas le plus compétent. Mon domaine étant essentiellement la cyber plus que la partie machine learning sur les données métiers, parce que là on parle bien de machine learning sur de la donnée métier. Par contre, ce que je sais, c'est qu'effectivement ils ont mis en place au niveau d'Airbus une plateforme dédiée pour traiter ce sujet. D'accord. Et ma deuxième question, c'est sur quand ce sont des systèmes très complexes, donc comment on peut être sûr que vous avez considéré lors de la phase de la conception de la solution de cybersécurité globale, à l'échelle globale d'une usine par exemple, et est une solution qui tient la route? Alors là-dessus, typiquement, on va se reposer sur des méthodes très traditionnelles de gestion des risques, que ce soit d'ailleurs cyber ou physique, pour s'assurer qu'on a pris en compte un maximum de cas. Par contre, ce n'est pas un one-shot, ce sont des cycles totalement itératifs sur lesquels, une fois que le système est conçu, on a évidemment du retour d'expérience pour mettre à jour aussi le niveau de sécurité en fonction de ces retours d'expérience. Et vous ne pensez pas qu'il faudrait peut-être penser à concevoir de nouvelles méthodes de validation adaptées à l'industrie 4.0? Là-dessus, c'est des travaux qu'on mène aussi dans le cadre de différents projets de recherche. On a un projet notamment qui s'appelle Brain IoT, alors qui est un projet dans un cadre européen et sur lequel on a effectivement travaillé sur la méthodologie d'analyse de risque itérative qui se veut très pragmatique et sur laquelle on essaye d'échanger aussi au niveau européen sur les différentes méthodes utilisées sur les différents projets dans le cadre de clusters de recherche. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, tout à l'heure, vous avez montré que les attaquants vont jusqu'au second fournisseur. Comment est-ce que vous prenez en compte le piégeage éventuel des différents fournisseurs? Comment est-ce que vous qualifiez en termes de sécurité à intégrer?
c'est justement un vrai challenge. C'est un vrai challenge et c'est l'objectif justement de cette initiative AR Cyber, de donner des outils, alors que ça aille depuis la gestion de risque jusqu'à des solutions très précises de cyber à mettre en place dans leur système d'information pour pouvoir détecter ces problèmes. Donc, juste pour compléter, mais globalement, dans la chaîne des fournisseurs, l'enjeu de dire je suis une entreprise et j'ai sécurisé mon entreprise en tant que telle va devenir demain différenciant. C'est vrai dans l'industrie, mais c'est vrai ailleurs. C'est-à-dire que Airbus, demain, quand il fera un appel d'offres pour choisir un fournisseur d'une pièce, vont peut-être choisir une entreprise qui montre pas blanche en termes de cybersécurité. Et c'est souvent aussi comme ça qu'on essaye de vendre la cybersécurité dans les entreprises qui en ont peu les moyens. C'est en leur disant que ça va être demain un différenciant commercial. Et c'est pour ça que respecter certaines bonnes pratiques, faire des audits, avoir un plan de sécurité peut être aussi un point important. Une question? Bonjour. Je voulais savoir quelles étaient les consignes du gouvernement français concernant les fournisseurs, disons, asiatiques, dont certains dans les communications sont assez connus dans les médias et d'autres ont été interdits à la vente par notre gouvernement américain. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Airbus aussi a sûrement beaucoup de problèmes de ce côté-là pour être sûr de la sécurité de tous les composants qui rentrent dans des appareils si énormes avec des milliers de composants, micro-composants. On va pas se battre pour répondre. Alors le positionnement de l'État, on ne va pas en parler, non, parce qu'on va être assez mal positionné pour ça. Par contre, sur le positionnement, alors je ne suis pas très bien positionné aussi pour parler de Orange globalement, hein, mais je peux vous donner juste mon avis, de façon très modeste. Globalement, il y a eu beaucoup de cas aujourd'hui sur les fournisseurs de solutions de sécurité. Il n'y a pas que Huawei qui était concerné, il y en a beaucoup qui ont un russe, enfin, il y a beaucoup de gens qui sont concernés par ces problématiques-là. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de startups, beaucoup de boîtes qui font de la cyber, qui viennent d'Israël, qui viennent des US, qui viennent de Russie. Enfin, il y a beaucoup de boîtes qui viennent de ces environnements-là. Et je ne suis pas certain qu'on puisse s'en passer tout le temps, parce qu'ils sont assez en avance quand même. Donc ça sera assez difficile de faire avec un environnement franco-français, même si les clients, même si nous, tout le monde va dans ce sens-là d'essayer de trouver quelque chose de, peut-être pas de national, mais au moins d'européen, de continental. C'est pas facile en termes de solutions. Donc je sais pas, après il y a quand même beaucoup de choses dans la presse, beaucoup de choses qui se contredisent après derrière. Donc, mon avis, qu'est-ce que t'as comme avis? Après, je pense effectivement que le sujet n'est pas évident. L'ANSSI émet aussi des positions assez claires sur ce type de sujet. Et typiquement, nous, en tout cas, au niveau Airbus Security, ce sont ces guidelines qu'on va suivre. Est-ce qu'il y a une autre question? Une petite dernière? Monsieur Morin. Bon, si, il y a une dernière question, merci beaucoup. Bonjour, Loan Carpentier, Zapran. C'était plus une remarque en fait dans la présentation d'Orange, là, qui n'a pas été mentionné, le maintien en condition de sécurité qui arrive après les 3 étapes que vous avez citées. Ça découle sur des métiers, ça découle de la gestion, ça a des coûts très forts. Donc voilà, je trouve que c'était important de mentionner ça. Vous avez raison, ça fait partie de... Oui, comme côté IT, c'est vrai qu'on a savoir on a l'habitude de voir ça, mais côté indus, peut-être que c'est pas encore quelque chose. C'est un des sujets en fait. Hein. C'est un des sujets quand on parlait du challenge de coût. Dans l'industrie, ils ont l'habitude d'acheter quelque chose. Une usine, elle s'achète et puis c'est fini. Il y a peut-être un peu de maintenance avec le mainteneur qui vient de temps en temps donner des coups de vis, mais il n'y a pas de maintenance applicative, maintenance logicielle avec 12% du prix global d'achat qui concerne la maintenance logicielle. Donc c'est vrai que quand on arrive avec des sujets comme ça où il y a de la maintenance logicielle, il y a du service, il y a du SOC, il y a tous ces sujets-là, c'est un vrai challenge. Et ça en plus.
je compléterai en disant que dans l'industrie, la NCS est effectivement un vrai challenge, parce que quand on voit par exemple que une mobilisation d'un A380 sur une journée, c'est environ un coût d'1 million, voilà, il faut bien mesurer intérêt versus besoin. C'était donc la fin. Est-ce qu'il y a une ultime question avant de clore? On va adjuger vendu.